Ok, j'ai le thé. Ça veut rien dire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au programme de cette vidéo, vous l'aurez vu, ma très chère personne à qui vous avez posé des questions, parce que je sais que les foires aux questions, c'est un contenu que j'aime bien regarder chez les autres. Et je vous ai toujours dit, j'aime bien faire ce que j'aime voir aussi chez les autres, j'aime bien créer le contenu que j'aime moi-même regarder. J'adore quand les gens répondent à des trucs de façon totalement aléatoire, qui ne vont pas les unes avec les autres la plupart du temps. Je trouve que c'est très cool. Alors, comme j'ai été un petit peu plus présente sur Instagram ces derniers temps, oui, attends, je suis en train de faire des efforts, vous imaginez même pas. Ça m'a aussi apporté quelques nouveaux abonnés en plus sur Insta, donc merci beaucoup à ceux et celles qui se sont abonnés. Voilà, je m'étais dit, pour cette occasion, de refaire un petit récap, un petit bilan, petite présentation, voilà, de qui je suis, parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, tu sais, quand tu es là depuis X temps, là j'ai calculé, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube, un chouïa plus que je suis sur les réseaux, on va dire, littéraires, vu que j'avais un blog avant, donc si on comptabilise le tout, ça fait 15 ans que je fais du contenu littéraire sur Internet, c'est énorme quand tu penses. Alors pour ceux qui débarqueraient éventuellement sur la chaîne avec cette vidéo, parce que oui, ça m'arrive, moi des fois je vais cliquer sur des foires aux questions de gens que je ne connais absolument pas, parce que je me dis c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître des gens avant même de les suivre, potentiellement. Donc enchantée, si c'est votre cas peut-être aussi, on sait jamais. Moi c'est Margot, j'ai 34 ans, j'habite en Suisse et je parle de livres sur internet, vous l'aurez compris, depuis un paquet d'années maintenant. Avant de nous plonger dans les méandres de ces questions, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour et je suis vraiment trop contente de pouvoir collaborer avec eux. Je les ai découverts déjà chez plein de personnes et ça fait un petit moment maintenant que je les teste. Vraiment, ça fait plus de 6 mois que j'ai leurs produits. Est-ce que vous connaissez la marque Wild? Je les adore. Merci beaucoup à eux de me sponsoriser pour cette foire aux questions. Alors si vous ne les connaissez pas encore, Wild, c'est une marque principalement de déodorant, mais aussi de savon et de gel douche zéro déchet, parce que leur étui est bien évidemment réutilisable. Donc quand vous allez intégrer votre nouvelle recharge de déodorant dans votre étui Wild, il suffit de dévisser la base, mettre votre recharge à l'intérieur, de le revisser, et bim, vous avez un nouveau déodorant. Et une fois que votre déodorant est terminé, eh bien sachez que ce qu'il vous reste peut sans autre aller au compost, car oui, c'est totalement compostable. Pour cette vibes très printanière, j'étais hyper heureuse de recevoir l'étui en collaboration et en édition limitée, faite avec Emma Bridgewater, qui est trop mignon, je l'adore, il est trop chou, vraiment adorable. Et pour la senteur, on est sur miel et fleurs de cactus. Donc alors ça, c'est très doux, c'est très frais, c'est très fleuri, moi c'est tout ce que j'aime. Pourquoi Wild plutôt qu'une autre marque? Déjà parce que ça coche toutes les cases de ce à quoi j'ai envie de faire attention. On est sur des produits qui ne sont pas à usage unique, qui ne se jettent pas une fois que c'est terminé. C'est un produit avec des ingrédients végétals. Et pour les déos, trouver le combo parfait de sans sel d'aluminium, sans sulfate, sans parabènes, etc. c'est pas évident, et bien avec Wild c'est totalement possible vu que c'est exactement ce qu'ils font. Après plusieurs mois de tests, vous l'aurez compris, je suis convaincue par cette marque que j'utilise toujours au quotidien aujourd'hui, et si vous aussi vous avez envie de pouvoir tester les déodorants ou alors les autres produits Wild, et bien en barre d'infos se trouvera le lien pour accéder directement au site. Avec le code que je vous laisse ici, vous avez moins 20% sur tout le site de la marque Wild, donc n'hésitez pas. Pour accueillir toutes ces belles vibes du printemps, encore merci Wild pour le sponsor de cette vidéo, je vous laisse avec la suite. Je vous préviens tout de suite, ça risque d'être une très grosse vidéo. Alors ma chère Camille de Ellie Demo a décidé de me bombarder de questions. Alors la première que je sélectionne, c'est: est-ce que tu as déjà pensé vivre à 100% de la création de contenu? Non. Pourquoi non? Parce que je vis en Suisse, déjà, ça vous donne un indice de ce que j'ai dit avant. En Suisse, c'est très difficile de vivre de la création de contenu, déjà parce qu'on n'a pas le même niveau de vie, hein, voilà. Oui, j'ai des partenariats, vous le voyez assez régulièrement dans mes vidéos, et merci beaucoup, j'en suis très reconnaissante. Par contre, la quasi-totalité sont d'autres pays que la Suisse. C'est des marques qui vont vous payer, oui, une certaine somme, oui, mais en euros. Et quand je vais transformer ça en francs suisses, évidemment que ça me permet de terminer mes fins de mois, d'être un peu plus sereine au niveau de notre budget, pour la famille, etc. Mais ça me permettrait pas d'en vivre à 100%. On est vite rendu compte, si un jour vous avez passé la frontière, la Suisse, c'est cher. Et c'est pas tous les Suisses sont riches, tu vois. Quand les Suisses sont riches, ils sont souvent très riches, mais on a aussi une grande partie du peuple suisse qui n'est pas très riche, voilà, et c'est notre cas. Ça me permet d'arrondir nos fins de mois et de se dire, waouh, on peut
Tu sais, on peut souffler un peu et on n'a pas besoin de compter chaque petit sou absolument pour être sûr de tenir jusqu'au mois prochain. Elle me demande aussi qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années sur les réseaux, mais je retire beaucoup de belles expériences surtout, de chouettes rencontres. Moi j'ai eu l'occasion de me faire des amis grâce à ça et je vous l'ai dit, alors que c'était pas du tout, je crois qu'il y a une question qui revient aussi qui me demande mais c'était quoi tu recherchais quoi quand tu t'es lancée? Et je crois que je recherchais rien de spécial. Honnêtement, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais pourquoi j'ai commencé? Je pense juste que je pensais que ça allait être une continuité de mon blog parce que j'avais envie de faire des rendez-vous autrement. On était vraiment dans l'apogée de tout ce qui était C'est lundi que lisez-vous, les updates lecture, les book hauls, etc. Et je pense que j'avais envie d'avoir un contenu un petit peu plus dynamique. Le blog était vraiment constitué, lui, uniquement de mes chroniques. Et sur la chaîne, quand je l'ai ouverte, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir y mettre tout ce que je ne mets pas sur le blog. Donc, à la base, je voulais pas forcément faire des chroniques. D'ailleurs, il y avait que des book hauls au départ sur ma chaîne. C'était que ça. C'est à cause de ça que je me suis lancée. Et après, ça a évolué vers d'autres choses. Mais clairement, je pense que j'imaginais pas vers quoi ça allait aller. Déjà, j'imaginais pas que les réseaux allaient prendre autant de place dans le quotidien des gens. Et aujourd'hui, je pense que ce que je retiens de tout ça, c'est à la fois beaucoup de partage et beaucoup de belles expériences. Il y en a eu des moins belles aussi, bien évidemment. Il y a des choses que tu perçois, que des fois, je me dis, si tu fais partie de juste des gens qui lisent dans leur coin et qui ne partagent pas ça sur Internet, peut-être que t'as un côté un peu plus... je sais pas si t'as un rapport plus sain à la lecture... Peut-être, on verra. Il y a peut-être d'autres questions qui vont un petit peu aller dans ce sens-là. Pardon. Lola Gomez 13 me demande comment penses-tu ou voudrais-tu que ta chaîne évolue? Bah, c'est une excellente question parce que ces derniers mois, je me suis posé beaucoup de questions concernant la chaîne. Pour être honnête avec vous, j'ai un très mauvais rendement au niveau du nombre d'abonnés que j'ai. J'ai pas beaucoup de vues en rapport avec ces abonnés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivaient à l'époque, qui sont restés abonnés à ma chaîne, ou alors c'est même carrément des comptes limite un peu fantômes. Alors je sais que Google, YouTube avaient dit que gentiment les comptes fantômes ils allaient sauter, mais moi je ne vois pas de différence. Et en gros j'ai un chiffre d'abonnés qui est très haut, mais j'ai un chiffre de vues qui par rapport au nombre d'abonnés est très très bas. Et c'est vrai que ça, c'est des chiffres qui me questionnent quand même, évidemment. Alors j'en ai déjà parlé, donc je vais pas remettre une couche aujourd'hui. Je sais que les choses changent, les gens ne regardent pas toujours les mêmes contenus au même moment. C'est vrai que depuis 4 ans, là, à faire des vidéos format vlog, bah peut-être que les gens se sont un petit peu lassés, et au bout d'un moment, ils se sont dit, ouais, bon, c'est bon, les vlogs de 40 minutes, on a peut-être envie de voir autre chose, donc... J'essaye un petit peu de réfléchir. Je sais pas si je peux dire que je me suis un peu engluée dans une routine, mais je me suis clairement un petit peu habituée à mon format vlog et à me dire... Ben voilà, en fait, c'est tout ce que je vais faire. Et clairement, c'est un peu de la flemme. C'est un peu de la flemme parce que c'était pratique. Je faisais des petits plans par-ci par-là, je parlais de temps en temps. À la fin, pouf, je rassemblais tout en une seule vidéo, je montais tout ça et ça partait sur YouTube. J'ai commencé à faire ce format quand j'avais pas trop le choix. Je suis maman d'une petite fille de 7 ans et demi maintenant, mais il y a 4 ans, ben, elle avait 3 ans. Et avoir une enfant de 3 ans, et même plus jeune, tout le temps avec toi, et qui... Tu peux pas te dire, je me pose, et puis je peux parler pendant 30, 40 minutes, 1 heure, pour vous faire un bilan, pour vous faire, je sais pas, toute une liste de recommandations de livres, des contenus que je faisais quand même plus régulièrement avant. Ce qu'il y a, c'est que notre fille n'allait pas en crèche, n'était pas encore à l'école à ce moment-là, il y a eu Covid. Donc on était tous un peu les uns sur les autres à la maison et je me dis, je peux pas demander à toute ma famille de s'exiler dans une chambre pendant 1 heure alors que moi j'ai besoin entre guillemets de faire une vidéo. Donc j'avais commencé à joindre l'utile à l'agréable et me dire ben je vais faire des vlogs parce que comme ça m'arrange. Je peux filmer des petits bouts par-ci par-là quand elle est à la sieste, quand elle... Voilà, puis au bout d'un moment ça me fera une vidéo. Je me suis un peu laissée aller dans ce format. Et aujourd'hui, ben, vous l'aurez compris, il y a eu l'école, il y a eu la vie. J'ai de nouveau l'occasion, en fait, de me poser comme là et de vraiment me dire « Ouh, yeah, je peux filmer pendant 1 heure, c'est bon, quoi, tu sais, ça tient. » C'est à moi, en fait, de revenir un petit peu à ce genre de contenu. Donc, vous l'avez vu, il y a eu un bilan trimestriel de lecture la semaine dernière. Ça va continuer, ça va revenir. La chaîne a fait uniquement du contenu très très littéraire, très statique, face cam, pendant très longtemps. Puis elle a switché du tout au tout vers des vlogs, et là je pense que maintenant j'ai envie de faire un mix des deux, et de proposer à la fois des contenus un peu plus chill, vlogs, toujours des lives, mais aussi des trucs de nouveau un peu plus standardisés, avec des recommandations, avec peut-être des avis lecture très très spoilants pour des gens qui ont envie de peut-être pas se prendre la tête à lire le livre, ou chez qui les spoils ne dérangent pas, et voilà, bref, j'ai noté pas mal d'idées vidéo, et c'est quelque chose que j'avais pas refait depuis très longtemps, parce que je m'étais un peu empâtée, je pense, dans ma chaîne. Et ça arrive, c'est normal.
Alors Vanessa me demande quels sont tes derniers coups de cœur niveau lecture. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo qui est donc sortie la semaine dernière qui s'appelle bilan trimestriel, je pense, un truc du style, où là, à chaque fois, je vous ai mis un petit cœur pour les lectures que j'ai préférées depuis ce début d'année et franchement, il y a des pépites. Automne Café me demande est-ce que tu referas des swaps? Oh, la période des swaps. Je sais pas si vous étiez déjà là à cette époque-là sur YouTube, mais on se faisait des échanges de colis. J'en ai fait quand même bien quelques-uns, j'en faisais beaucoup avec mon amie Anaïs parce qu'on avait nos anniversaires à une semaine d'écart, donc on se faisait des swaps anniversaires, mais j'en ai fait avec Lily, j'en ai fait avec Plus de mots sur Instagram, j'en ai fait avec Marine de la chaîne Tartine aux pommes à l'époque, bref, j'en ai fait avec Nine. Est-ce que j'en ai fait un avec Alicia? Je sais plus maintenant, mais j'en ai vraiment fait avec pas mal de gens, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que ça rentrerait plus dans mes convictions parce que j'en ai un peu marre de ces petits boui-boui, de ces petits gadgets, de ces petits machins. Je préfère d'un côté de temps en temps offrir des trucs d'ici et des choses sympas à des gens que j'aime bien, mais un peu spontanément comme ça. Je l'ai eu fait typiquement pour Enola qui est une très chère lectrice et abonnée de ma chaîne depuis fort longtemps et qui m'avait fait un super cadeau de Noël il y a maintenant 1 an et demi. Elle m'avait retrouvé un jeu de mon enfance et pour la remercier, ça me semblait couler de source, je lui avais fait parvenir des bouquins et des petits trucs à grignoter d'ici parce que c'est un truc dont on parle beaucoup en live. Enfin bref, ça me semble plus cohérent de faire ça que de penser à avoir un budget, que de dire on fait que un swap livresque, donc il faut que tu trouves des goodies, que tu commandes, que tu machin. Et finalement, ça me fait quand même des frais assez conséquents parce que pour rappel, encore une fois, je risque de le dire beaucoup, mais je suis en Suisse et envoyer à l'étranger, c'est très cher. Clara Morand me demande un regret par rapport à cette aventure. Est-ce que j'ai un regret? Je crois pas parce que je suis assez en phase avec ce que je fais. Et même quand je vous dis que voilà, je me suis engluée dans le format vlog parce que c'était de la flemme et que c'était confortable pour moi, c'est même pas un regret de l'avoir fait. Parce que j'ai trouvé cool. Alors ça m'a peut-être desservi, notamment pour l'algorithme quoi. Alors YouTube me dirait oui mais madame, ça en effet c'était pas très intelligent de votre part. Mais je m'en fous un peu en fait. Parce que, encore une fois, je vis pas de ça. C'est juste cool. Et bien sûr que c'est toujours un petit peu déstabilisant quand tu fais du contenu, que tu te donnes du temps, de la peine, mais c'est pas grave parce que je passe des bons moments et je trouve ça cool de partager ça avec vous et j'adore être dans les commentaires quand la vidéo vient d'être publiée et puis de répondre et de partager ça avec vous. Donc non, je crois qu'il y a pas de regret, je crois pas. Oh merci. Plexus Solaire me dit j'ai pas de questions mais je voulais juste te dire que je suis une enfant d'internet et que j'ai grandi avec ta chaîne et que tu m'as aidé à me construire dans les méandres d'internet par la littérature. Oh, c'est tellement beau, c'est tellement cute, merci. Ça me touche beaucoup. Mais il y a des questions, vous êtes trop chou mais j'arriverai jamais à répondre. Alors Anso Lalou, elle est vraiment focus sur les trucs, par exemple, quelle est la vidéo qui t'a le plus marqué ou qui a été la plus intéressante, importante pour toi, ou quelle a été ta vidéo préférée jusqu'à présent? Plusieurs choses. C'est, je pense, celle où je vous ai annoncé ma grossesse, parce que j'étais toute fébrile et pleine d'émotions, et ça s'est ressenti, et vous avez été vraiment adorable dans les commentaires. Il y a une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur, et qui aujourd'hui me tient toujours à cœur, mais sur laquelle je ne vais pas lire les commentaires parce que j'arrive pas. D'ailleurs, spoiler alerte, si vous débarquez, pour que vous connaissiez pas l'animal, je suis très angoissée, et je suis hypersensible, donc... Je sais que c'est un truc qu'on balance assez rapidement comme ça à dire « Ah oui, je suis hypersensible et j'ai des angoisses et voilà ». Mais enfin, c'est ma vraie vie, c'est pas toujours évident la partie commentaire pour moi selon ce que je décide d'aborder dans une vidéo. Et je dois me donner un coup de pied des fois pour aller lire les commentaires. Mais il y a une vidéo que j'avais faite où je parlais de pourquoi je suis contre Amazon, en tout cas pourquoi je n'achète pas de livres sur Amazon. Et je savais en la faisant que je risquais de m'attirer un peu les foudres de certaines personnes, mais je suis toujours partisane de ce que je dis, je suis toujours d'accord avec ce que je dis, je suis toujours contre Amazon, je suis toujours pour les petites librairies, voilà, et pourtant à côté de ça, je pense que j'ai plein d'autres contradictions et qui pourraient être discutées, mais on peut pas mener toutes les batailles en même temps, et on se déconstruit petit à petit sur différentes choses. Moi, un des premiers trucs qui m'a semblé facile à mener, c'était de ne pas commander sur ce genre de site, en tout cas mes livres. De mon côté, comme je travaille dans le monde du livre, forcément que je ne suis pas pour Amazon. Ça va un peu avec, voilà. Mais ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée très importante et très intéressante à faire. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Moi, c'est vrai que c'est une vidéo sur laquelle je ne retourne pas parce que j'ai pas envie de lire les commentaires des... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont de mon avis et il y a des gens qui ne sont pas de mon avis et il y a des gens qui sont pas de mon avis qui me le font remarquer avec beaucoup de bienveillance, mais il y en a d'autres qui me le font remarquer de façon pas très sympa et voilà. Moi, j'ai pas envie de m'infliger ça, donc voilà. Et puis ma vidéo préférée jusqu'à présent...
Je pense que honnêtement ma vidéo préférée jusqu'à présent, elle est dans une qualité toute pourrie mais c'est pas grave. C'est le Disney Song Challenge avec Émilie, Lily, Vincent et moi. Celle-ci, elle est pépitas. Franchement, si vous ne l'avez pas vue, je l'adore. Les vlogs de Montreuil aussi, enfin je pense que c'est mes vidéos préférées parce que c'est des vidéos que moi-même je pourrais retourner voir juste pour avoir, tu sais, le petit coup de nostalgie et puis me dire ah, ça fait 10 ans ou tu sais, ce genre de trucs là. Pourrais-tu me dire quelle est ta couleur de cheveux? J'adore cette couleur. Sandy, écoute, c'est une couleur que je commande sur Biocoiffe, hein, parce que oui, à mon grand malheur, je ne suis pas vraiment rousse. Pas merci papa, qui lui est vraiment roux, et j'ai des cousins qui sont vraiment roux, donc ça me saoule de pas être dans le tas, mais c'est pas grave. Donc mon père est roux, mais alors moi je commande une coloration végétale sur le site de Biocoiffe. Donc voilà, je recommande, ça fait... Ah, faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Ça fait maintenant depuis 2015 que je fais ça. Et je suis trop contente, voilà. Oui, j'ai fait un peu du bleu dans mes cheveux il y a 2 ans, mais franchement, au niveau de la colo, c'est ma couleur préférée. Après, je pourrais pas dire exactement quel numéro c'est, parce que je sais plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est enregistré dans ton compte, donc t'as plus à le noter, mais c'est dans le nuancier de roux. Alors, oula, très philosophique cette question. Aniela me demande « Bonjour Margot, quelle leçon de vie as-tu pu tirer de ces 13 ans d'expérience ?» J'ai appris à prendre confiance en moi, j'ai appris à être un peu moins timide, je n'ai pas appris à être moins angoissée, parce que j'ai quand même toujours des angoisses, et qui sont des fois aussi beaucoup liées à ce que je fais sur internet. Et ça quand même, je me dis waouh, qu'est-ce que c'était pas malin en fait de te mettre là-dessus, puis de te rajouter des angoisses. Des fois je me dis que ma vie serait moins angoissante. Alors j'ai d'autres angoisses liées au quotidien et à la vie de tous les jours, hein, donc forcément voilà. Mais comme j'ai déjà celle-ci, des fois je me dis, ta vie sur internet t'enlèverait quand même pas mal de... Enfin, t'en enlèverais une partie en fait, donc tu ne te facilites pas forcément toujours la vie. En contrepartie, aider à être plus confiante, à être un peu moins timide, à savoir ce que je voulais aussi. Très vite, je crois que quand la grande période des services de presse et les chroniques gratuites sont arrivées sur YouTube, c'était aux alentours de 2013-2014, par là autour je dirais. J'ai heureusement jamais été dans ces lectrices, et je ne blâme pas du tout les lecteurs ou les lectrices qui eux sont vraiment rentrés dans la brèche et ont accepté un max de SP, parce que d'un côté je peux comprendre, c'est hyper cool d'avoir des livres gratuits. À mon avis, d'avoir le côté où je travaille en librairie de moi de mon côté, ça m'a apporté une vision peut-être un petit peu biaisée du service de presse. Pour moi, je sais vraiment ce que ça représente le service de presse, et je le voyais pas comme un « oh là là, je me sens super privilégiée, et puis c'est trop cool, et puis oh là là, la maison d'édition, elle me considère vachement ». Non, elle te considère juste comme un panneau de pub gratos, mais c'est pas grave. Donc quand il y avait un livre qui m'intéressait vraiment, j'acceptais. Par contre, je suis jamais rentrée dans ces listes où tu reçois tout, où tu dois lire au moins 15, enfin, je dis 15, mais c'est pas vrai, mais où tu dois lire au minimum tant de livres de la maison d'édition par mois, etc. Enfin, je fais non, je peux pas vivre ça, et j'ai été très contente de ne pas rentrer dans cet engrenage en fait à ce moment-là, alors que je voyais que beaucoup y entraient, étaient là, ouais c'est trop bien et tout, on est enfin considérés, on a enfin des SP et tout, il n'y a pas que les journalistes et les libraires qui en ont, etc. D'avoir regardé un peu ça d'un œil externe finalement et de me dire oula, ça commence à devenir beaucoup. J'avais eu une fois ou deux où j'avais fait des chroniques dans le mois pour des éditeurs et j'avais vraiment détesté ça, j'avais trouvé que c'était trop scolaire et que... Enfin non. Et du coup je pense que mon expérience, ce que j'en retire de bien, c'est d'avoir très vite su ce que je voulais, vers quoi je voulais aller, de savoir que je ne voulais et ne pouvais pas en vivre, et que c'était ok avec ça en fait. Et du moment que ça s'était implanté dans ma tête, le reste ça allait couler de source quoi. Et que si un jour ça prenait ou que ça prenait pas ou que ça prenait plus, bah oui c'est chiant, je vous l'ai dit, c'est un peu triste, mais au pire c'est la vie quoi. Enfin, mon monde à moi en dehors ne va pas s'arrêter de tourner, et je pense que ça c'est une expérience qui peut être très bénéfique parce que tu peux te retrouver là-haut, ce qui a été un peu mon cas hein, à une certaine époque, et gentiment recommencer à descendre et à te, entre guillemets, casser la figure, parce que je ne me casse pas réellement la figure, mais je sens que voilà, je redescends un petit peu de l'autre côté de la montagne peut-être, et ça t'apprend l'humilité en fait. De te dire qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui recommencent, et il y a des gens qui n'étaient pas là quand toi t'as commencé il y a 13 ans, et qui aujourd'hui, ce sont les nouvelles et nouveaux prescripteurs et prescriptrices de la lecture, et moi je trouve ça bien, enfin je les regarde comme ça, enfin, un peu comme tu regarderais une petite sœur et tu dis genre bravo. Tu vois, et je me tiens un petit peu dans l'ombre peut-être des fois, je pense notamment dans les commentaires, ou bien j'ai de la peine des fois à découvrir des nouvelles chaînes parce que j'ai pas forcément toujours le temps. Je pense que ça m'a appris l'humilité, ouais. Après, on est franchement dans une
dans une catégorie ultra niche quand même sur YouTube. Enfin, on l'a toujours pensé quand on a commencé, en se disant, bah, tu commences pas à parler livres sur Internet pour être connu, pour vivre de ça, et c'est super qu'aujourd'hui des gens arrivent à le faire, arrivent à en vivre. Je pense que c'est gentiment un petit peu sorti, tu vois, de sa niche, mais ça reste quand même une sphère qui est un petit peu confidentielle quand même. Ça n'a pas les mêmes enjeux, tu vois, que d'autres sphères, j'imagine. Donc, forcément, si tu tombes un petit peu, tu tombes quand même de beaucoup moins haut que certains ou certaines autres qu'on voyait absolument partout sur YouTube il y a quelques années et qu'aujourd'hui on n'entend même plus parler. Ah, j'aime bien cette question. Louise me demande « Bonjour, comment fais-tu pour être timide, casanière et en fait être aussi pipelette et intéressante ?» Merci. C'est trop chou, merci. Pipelette, j'accorde. Intéressante, je ne sais pas. C'est très simple, hein. Je suis toute seule chez moi. J'ai jamais eu de problème à parler toute seule chez moi. Donc finalement, parler à la caméra, au départ c'était un petit peu bizarre pour moi, mais c'est devenu assez vite naturel. Du moment que je le poste sur les réseaux ou bien sur YouTube, pour moi c'est comme si c'était déjà passé. Pour vous c'est l'instant T, parce que vous regardez la vidéo maintenant, tu vois, mais pour moi c'était hier, avant-hier, la semaine dernière, tu vois, donc je suis limite presque déjà détachée de ça. Donc c'est plus facile que ce qu'on pense. Oh, merci Mademoiselle Mimi. Aimerais-tu retourner à ton métier de libraire, voire ouvrir ta propre librairie? Merci pour toutes ces recommandations. C'est un bonheur de regarder tes vidéos. Merci. C'est toujours un bonheur de lire vos messages et vos commentaires, vous savez. Pour l'instant, non, j'aimerais pas retourner au métier de libraire pour une simple et très bonne raison. Je reste quand même... Je suis un peu moins timide, mais je reste quand même un peu timide. Aller vers les gens, c'est pas toujours évident pour moi. Et c'est vrai que libraire, ça m'a appris à sortir un petit peu de ma coquille, mais ça reste quand même un métier où il faut être très avenant, il faut presque être des fois dans l'empathie avec les gens, il faut avoir le contact. Et moi ça, je suis pas très demandeuse, c'est pas quelque chose que j'ai. Je suis une personne introvertie et je me ressource énormément dans le calme, dans le silence et dans le peu de gens. Le métier que je fais aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après, me permet ça, me permet d'être toujours dans le monde du livre, mais d'être plus au calme, d'être distante, d'avoir vraiment une frontière un petit peu entre les deux corps de métier, et c'est un peu le but parce qu'on fait pas les mêmes métiers. Moi je suis au service des libraires de la part des maisons d'édition, mais les libraires sont au service des lecteurs, et parler avec un libraire, c'est plus facile parce qu'on vient les deux quand même des mêmes branches de métier, on va dire. La plupart des gens qui travaillent dans le domaine où je suis maintenant étaient libraires avant. Les lecteurs, des fois, c'est plus compliqué parce que quand le livre n'est pas là ou qu'ils ont commandé un truc et que c'est... Enfin, que sais-je, il y a plein de raisons pourquoi un livre ne vient pas. Tout à coup, ça commence à se tendre quand ça ne se passe pas comme prévu, et puis il y a le stress des fêtes, et puis tout ça, et... Quand l'organisation est déjà stressante, rajouter des gens par-dessus qui viennent te rajouter une part de stress, c'est quand même, faut gérer quoi. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les libraires, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la vente au quotidien, ça peut être dans la restauration, etc. Face à de la clientèle. J'y ai travaillé pendant plus de 10 ans et je sais, je connais, je sais ce que c'est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu trouvé mon rythme de vie. J'aspire à un truc quand même où j'ai du temps pour moi, où je rentre pas à 7h30, 8h éreintée. Je fais partie de la team des lève-tôt, donc ça ne me dérange pas du tout de bosser à partir de 6-7h du matin si je sais qu'à 4h30 je suis chez moi quoi. Au contraire, une librairie elle ouvre à telle heure et tu peux pas vraiment changer les horaires. Donc mine de rien, rien que pour ça, pour les horaires, pour le rapport aux clients, je ne pense pas que je retournerai en librairie, j'avoue. Que là je suis bien parce que j'ai à la fois ce monde du livre que j'adore, et en même temps j'ai du temps pour moi, pour mes choses, et j'ai la paix, et j'ai quand même le challenge nécessaire dans mon métier pour ne pas m'ennuyer. Mais attention, j'ai adoré être libraire, hein. C'était vraiment très cool comme job. Oh, très sympa cette question. Dans mon canapé demande si demain les réseaux disparaissaient, comment ferais-tu pour partager ta passion? Eh ben tu sais quoi? Je crois que je la partagerai pas. Je pense honnêtement que si les réseaux venaient à disparaître, j'ouvrirais pas un cercle de lecture ou un club de lecture. Je continuerai à partager mes lectures, mais avec des proches, avec des amis, avec des gens. Aujourd'hui, c'est super cool. Je vois que ma meilleure amie, elle a commencé à vraiment aimer lire. Alors, peut-être pas autant que moi, c'est sûr, mais elle aime bien lire un bouquin de temps en temps. Et je me dis, c'est un truc qu'on n'a jamais pu partager ensemble avant, parce qu'elle lisait pas du tout, quasiment. Et ça me suffit. Je me dis que j'ai mes amis libraires avec qui je peux partager mes lectures, j'ai mes collègues. Je suis pas en manque de gens dans mon entourage qui lisent. Rien que les copines qui font les baignades en eau froide avec moi, elles lisent aussi. Et ça me suffirait, je pense. Oh, de nouveaux projets tatouages de Maëlan de Troyes. Oui, plein.
Mais ça aussi, c'est un certain budget. Et des fois, il faut choisir partir en vacances ou se faire un nouveau tatouage. Donc là, j'en ai déjà eu un en début d'année, mon petit talisman Yule, là, qui est donc une tranche d'orange et que j'aime beaucoup. La chose sur laquelle j'aimerais me concentrer peut-être maintenant niveau tatouage, c'est que j'ai cette manchette-là, que je ne compte pas aller plus bas, mais j'ai quelques trous. Vous voyez, j'ai quelques espaces en fait qui sont à l'intérieur et j'aimerais beaucoup faire du remplissage. Voilà, donc c'est en discussion avec ma tatoueuse et elle est d'accord de me faire des petits projets par-ci par-là pour remplir un petit peu tout ça. Donc je suis censée aller la voir très prochainement. Carmen, bonjour Carmen, j'adore lire tes commentaires à chaque fois. Qu'est-ce que tu recherches dans une bonne lecture et qu'est-ce qui te fait vibrer? Ça peut vraiment être très aléatoire, hein. J'ai besoin d'un univers riche, bien expliqué, dans lequel j'entre facilement. Les choses qui vont me faire vibrer, ça peut être un excellent suspense, un truc que je m'y attends pas, mais qui soit pas non plus trop tiré par les cheveux, et qu'on me change pas le scénar de A à Z à la toute fin juste pour me faire un twist et un retournement de situation. Il faut que ça reste cohérent, tu vois. J'aime me faire mener en bateau, j'aime avoir des torticolis de cerveau, pardon. D'ailleurs, je vous ai sorti mes recommandations thriller il y a pas longtemps. Je pense que là-dedans, il y a pas mal de torticolis à se faire. Mais j'adore aussi, notamment dans les sagas familiales, me plonger corps et âme dedans et me dire « Waouh, je me sens tellement proche des personnages que le livre peut faire 1000, 2000 pages. » Je m'en fous, en fait. Je suis juste tellement bien avec eux. Et des fois, c'est un détail, hein. Je peux pas vous dire, mais des fois, je commence à me sentir un peu lassée par un certain style. Donc c'est pour ça que je bifurque très rapidement vers d'autres choses. Alors Inès, ça veut dire quoi exactement assistante commerciale en diffusion littéraire? Excellente question. J'ai fait, je crois, 2 ou 3 vidéos là-dessus, si jamais, donc je vous laisserai toutes les playlists importantes, un peu sympas, en barre d'infos, toutes les vidéos que j'ai mentionnées évidemment précédemment en barre d'infos. En gros, pour te la faire courte, il y a donc l'éditeur, bien évidemment, tu vois, qui crée le livre, hein. Je ne te parle même pas de l'auteur parce que je n'ai pas de lien direct en général avec l'auteur, ou alors très très peu. Mais donc auteur, l'éditeur, avec l'éditeur, il y a plein d'autres corps de métier, bien évidemment. Et avant que le livre n'arrive en librairie, il y a 2 acteurs majeurs du monde du livre qui sont vraiment des maillons un peu invisibles, parce qu'on ne les mentionne que très peu. C'est le distributeur et le diffuseur. Ils s'assurent à la fois la distribution, donc les stocks, la logistique, les commandes des libraires, etc. pour que les paquets leur parviennent, avec les livres dedans, et la diffusion. La diffusion, moi c'est ce dans quoi je travaille. On a un prestataire qui s'occupe de nos stocks, mais nous on n'a pas de stock directement sous les pieds. Nous on va s'occuper de toute la partie, c'est proposer les livres aux libraires avant leur sortie, voilà, leur faire des bons de commande cohérents avec ce qu'ils vendent habituellement, leur proposer des nouveautés et prendre leur souhait de commande à l'avance. Donc grosso modo c'est plus ou moins ça, il y a plein de petites autres tâches qui viennent s'imbriquer là-dedans, mais pour plus de détails je vous laisse la vidéo en barre d'infos. En cours je me souviens qu'on avait eu une image assez chouette, c'était une sorte de graphique où tu voyais vraiment tous les éditeurs, ça faisait vraiment plein de petites lignes comme ça qui allaient vers le libraire, et ça faisait, tu te rends compte, énormément trop d'informations et de choses à gérer pour le libraire qui n'a pas le temps. Et quand tu mets le diffuseur là au milieu, ben en gros c'est le diffuseur qui, lui, emmagasine toutes les informations que les éditeurs veulent transmettre au libraire, et le diffuseur va ensuite tout compacter et donner l'info au libraire qu'une seule fois, tu vois, de parmi tous les éditeurs. Donc voilà, on fait un peu entonnoir, hein, si tu veux, pour les libraires. Ah, bonne question Maki. Coucou, que fais-tu des livres qu'on t'a offerts mais que tu n'as pas appréciés après lecture? Bah en général je les donne. J'ai une boîte à livres qui est plutôt bien remplie dans le village, je crois, par mes soins. Voilà, alors franchement là, ça fait des années maintenant que je ne me prends plus la tête. Même un livre que j'ai trouvé sympa, mais sans plus, il reste pas dans ma bibliothèque. J'ai pas la place, hein, j'ai pas la place. Merci Noémie, si tu savais. Tu as toujours l'air joyeuse, calme. Est-ce que des choses t'énervent et comment tu gères? Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Mais c'est des choses que je montre que je montre pas en vidéo parce que j'ai commencé à le faire pour mes angoisses maintenant, à vous montrer un peu plus, voilà, les coups de mou, les moments où ça allait pas, où j'étais un peu pas sereine, etc. Après, je suis toujours sereine en vidéo. Parce que souvent, quand je filme, je suis dans des endroits sereins pour moi, tu vois, où je suis calme, je suis posée, je suis chez moi. C'est clair que je vais pas commencer à sortir la caméra quand ma fille me fait tourner en bourrique depuis 7h du matin, tu vois. Mais bien sûr que je m'énerve pour des trucs, mais des fois c'est vraiment bête. Donc la seule chose que je fais, ben, c'est que j'essaye de me détendre, c'est que j'essaye de relativiser, j'essaye de percevoir le point de vue de l'autre. Hein. Voilà, j'essaie de me mettre face à moi-même et de me dire, ben tiens, si j'ai quelqu'un qui réagit comme moi je viens de réagir maintenant, est-ce que je me sentirais bien en face ou pas? Et souvent c'est non. Donc quand c'est ça, ben j'essaie de rétro-pédaler quand c'est possible.
de m'excuser, parce que des fois je m'énerve pour des trucs bêtes, parce que ben je sais pas, je suis en plein dans ma période de règles, et puis tout m'énerve, et puis je vois le mal partout, et tout me saoule, et j'ai envie de tout envoyer valser, donc ben des fois il y a rien de mieux à faire que de se rouler en boule sur son canapé, de lancer une série cocooning, et de rien faire. Et étonnamment ma fille m'a appris à être plus sereine, et plus calme, et plus patiente. Ma fille m'a appris la patience, chose que je n'avais pas beaucoup avant. Je m'énervais, je pense, beaucoup plus facilement. Mais sinon, de base, je pense que je suis une personne assez joyeuse et assez enjouée, donc c'est quand même plus facile. Mais sinon, je gère hyper mal. Alors, la bulle de Cri-Cri me demande: qu'est-ce qui a changé dans ta manière d'appréhender la lecture, l'achat de livres depuis 13 ans? Comme j'ai été dans le monde du livre avant même d'être sur les réseaux livres, parce que j'ai commencé mon apprentissage de libraire à 17 ans, j'ai ouvert mon blog 2 ans plus tard, comme j'ai toujours un petit peu été dans ce milieu-là, même enfant, quand je travaillais pas encore dans le milieu, mais on allait beaucoup en librairie, on allait beaucoup en bibliothèque avec ma maman, c'est une passion qu'elle m'a transmise. Je pense que j'ai eu une période au tout début de ma chaîne où je me disais, il faut vraiment... Mais ça allait aussi de pair avec le début dans ma vie professionnelle de libraire, où je me disais, il faut vraiment que je lise mais toutes les nouveautés, les trucs à la mode, les machins et le truc, parce que je pensais que ça faisait à la fois partie de mon métier, et ça faisait aussi partie du contrat que les abonnés auraient envers moi sur la chaîne. Ils veulent certainement des trucs nouveaux, les trucs qui sont tendances, etc. Et on était dans la grosse période de Hunger Games, Divergente, les couvertures, je me souviens de ces trucs chez Bayard ou bien chez Milan, avec des jeunes femmes, tu sais, toutes un peu gothiques, vêtues de noir, et puis on les voit de dos qui courent dans un cimetière, ou je sais plus quoi, enfin bref, c'était ces histoires un petit peu, tu vois, Twilight et tout, enfin voilà. Et je pensais vraiment que je devais absolument tomber dans cette mouvance-là pour absolument lire ce qui était à la mode. Ben non en fait. Mais je m'en suis rendu compte, je pense, assez rapidement, et ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant sur la chaîne, et ce pourquoi les gens, en tout cas ceux qui me suivent et qui sont restés ici sur la chaîne et assez fidèles, quelque chose pour lequel ils ont été reconnaissants, c'est de me dire, bah chez toi, on sait qu'on n'aura pas forcément la dernière tendance, alors des fois si, mais c'est un hasard total, la plupart du temps, mais qu'on aura des trucs qu'on n'aura peut-être pas vu chez les autres, ou alors si c'était la mode mais il y a 5 ans, tu sais. Mais je pense que ça a toujours fait partie de ma façon de fonctionner. Par contre, pour ma propre consommation, mais je pense que ça a jamais rien changé en fait, vraiment. J'ai toujours aimé lire, et je pense que j'aimerais toujours lire, et comme j'aimais déjà lire avant de me lancer dans ce métier ou dans cette aventure sur YouTube, bah, je pense que ça risque pas de s'arrêter. J'ai toujours un livre en cours, j'ai toujours un livre qui me fait envie, j'ai toujours un... Voilà, des fois j'aimerais lire plus, et puis... Mais je crois pas qu'il y ait vraiment grand chose qui ait changé, parce que je me suis toujours écoutée, je me suis toujours fait confiance, et j'ai jamais voulu me forcer à lire des choses parce que c'était la tendance actuellement. Ah, c'est intéressant ça. Omi Pipou demande, est-ce que Instagram peut te rapporter plus que YouTube? C'est une bonne question. Je pense qu'à force, c'est fort possible que Instagram puisse rapporter plus que YouTube. Parce qu'il y a vraiment un algorithme qui est totalement différent. Quand tu fais un réel, chose que j'ai recommencé à faire un petit peu ces derniers temps, et que en 24 heures, ce réel est juste à 3 fois le nombre de vues qu'une vidéo classique peut faire en plusieurs jours, ouais, ça fait un petit peu réfléchir quand même. Alors toujours de Omi Pipou, combien YouTube plus tes partenariats te rapportent? C'est pour me lancer, mais pas à plein temps. Je vais pas te donner de chiffres, bien évidemment, parce que bah, ça va changer d'un compte à un autre, du nombre de vues que tu peux faire. Il y a des partenaires qui vont dire, ben voilà, par rapport aux vues que vous faites, nous on peut vous payer tant. Voilà, moi je balance toujours mes tarifs à la base, et après c'est eux qui jaugent et qui me disent oui, alors bon, bah, par rapport à ce que vous faites comme vue habituellement, nous on est plutôt dans ces tranches-là. Il y a pas très longtemps, j'ai un partenaire qui m'a vraiment baissé mon tarif, mais de fou, et là j'ai dit ben non, en fait, juste par équité avec les autres partenaires qui eux sont ok de me payer tant, je peux pas accepter le même travail et au rabais quoi en fait. Donc il faut garder ça à l'esprit, il faut que tu sois quand même assez cohérente par rapport à ça. Mais grosso modo, je suis donc à temps partiel, je travaille à 80%, c'est-à-dire que je bosse 4 jours semaine. J'ai donc un salaire dans le métier que je fais qui va avec. Et je dirais que YouTube me permet, et les partenaires, ça, je mets tout dans le même panier, me permettent de combler ces 20% que je ne fais pas dans mon métier actuel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, j'ai l'impression que je peux comme ça gagner à 100%,
mais sur 2 métiers différents, on va dire. Un, je bosse à 80% et l'autre, je bosse à 20%. Nina Alu, parle-nous de l'évolution de ces derniers temps de Booksta, Booktube, etc. et de ton ressenti. Bah, je me sens vieille. Non, mais je sais que ça fait un moment que je suis là, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo finalement. C'est à la fois très gratifiant de voir que les gens sont toujours là, il y a toujours des nouvelles têtes, il y a toujours des nouvelles personnes qui décident de se lancer, et moi je trouve que c'est fou et que c'est vraiment bien, tu vois. Après, c'est drôle parce qu'on se dit que les erreurs qu'on a pu faire au départ, nous, sur YouTube, ben, on n'a pas été les premières à les faire. Les filles qui faisaient des blogs avant nous, elles les ont faites aussi. Moi, j'ai tenu un blog, mais je pense sur une période trop courte par rapport à YouTube et l'évolution que j'ai eue via ma chaîne par après. Je me considère plus comme une booktubeuse de l'époque que comme une blogueuse de l'époque, par exemple. Mais je pense que c'est la même chose. Les blogueuses, elles ont aussi eu un petit peu ce temps, tu vois, hyper fort, où elles avaient des SP, et c'était vraiment des prescriptrices dans leur domaine, de littérature et tout. Et tout à coup, bim, on est arrivé avec YouTube. Et ça n'a pas été la guéguerre, mais tu sentais qu'on n'était pas très apprécié, et puis finalement avec YouTube on a ressenti des fois un peu la même chose via Instagram, via TikTok, mais après moi je le vois d'un œil tellement lointain, j'ai l'impression, vu que j'arrive toujours 100 ans après la tendance, tu vois. Ce que je trouve marrant c'est ça, c'est de se dire qu'en fait les erreurs se répètent constamment, mais c'est humain. Tu sais, tu te dis toujours « Ah, mais il faudrait vraiment qu'on prenne bonne note et puis qu'on tire des leçons des choses du passé, des guerres, des machins, des trucs, enfin bref. » Mais à chaque fois, c'est le même bordel. À chaque fois, il y a un gars qui veut taper sur un autre. Et puis, pour moi, les réseaux, c'est pareil, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que, de toute façon, tout ce qui est lien avec YouTube, je pense que je regarde ça avec un œil très maternel. J'ai envie, des fois, de me dire « Mais ne vous prenez pas autant la tête !» Mais en même temps, ça fait partie de l'expérience aussi. Que d'avoir des dramas, que d'avoir des mauvaises expériences avec des maisons d'édition, que d'avoir on en a tous eu. On devrait pas avoir à en passer par là, je pense, je suis d'accord, parce que c'est pas cool et on le souhaite à personne. Mais je pense que ça forge, mine de rien, c'est le double tranchant, tu sais que c'est chiant, que c'est nul et que tu le voudrais pas, mais en même temps ça t'apprend des choses pour la suite, je pense. Mais je le regarde avec vraiment beaucoup de bienveillance, parce que je vois pas pourquoi je le regarderais autrement. Cécile me demande est-ce que tu referais exactement pareil au niveau de YouTube si tu devais recommencer. Bah, vous savez que j'ai hésité à rouvrir une chaîne justement, à me dire mais là ça n'a plus trop de sens de garder celle-ci avec justement le rendement qui est un peu faussé entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues que je fais. J'ai franchement hésité à me dire bah tiens, peut-être que je devrais tout fermer et recommencer, donc je ne sais pas. Est-ce que je referais tout pareil? C'est pas comparable parce que commencer une chaîne en 2024 ou commencer une chaîne en 2011, ça n'a rien à voir. Mais juste rien à voir. Donc je pense pas que je ferais pareil, parce que je pourrais juste pas. Armel Damen, quels sont les anciens formats que tu pourrais refaire et est-ce que les renardises ont une chance de revenir? Bon, les renardises pour moi ont été un petit peu remplacés par les vlogs, si on veut bien. Je sais que certains n'approuvent pas vraiment ce choix, mais voilà, c'est comme ça. Les renardises, c'était un rendez-vous que je faisais toutes les saisons, où je présentais un peu mes petits favoris de ce que j'ai utilisé durant la saison passée, justement. Et sauf que quand j'ai commencé à faire les vlogs, eh bien je me suis rendu compte que ça se répondait quand même beaucoup et que ça faisait vite beaucoup de doublons, donc j'ai arrêté. Par contre, oui, il y a des formats beaucoup plus tournés vers la lecture qui vont revenir, notamment les bilans. Il y aura de nouveau des recommandations par rapport à des styles ou à des genres en particulier avec mes préférés dans chaque catégorie. J'ai envie de faire des vidéos des fois peut-être un petit peu plus courte, non pas comme cette foire aux questions, n'est-ce pas, sur des sujets un peu random liés à la lecture, liés aux livres, chose que je faisais beaucoup avant, et bah voilà, j'ai expliqué le pourquoi du comment au début de la vidéo. Oui, ça reviendra. Je pense qu'il y a des choses que je vais reprendre, que je vais essayer de mélanger un petit peu plus les deux concepts de chaîne que j'ai. Miette de trucs, que je t'embrasse d'ailleurs très très fort, merci beaucoup. Est-ce que tes favoris d'il y a 11 ans sont encore les mêmes que maintenant? Je pense pas, enfin peut-être à part Fangirl, qui est sorti il y a 10-11 ans maintenant justement. À mon avis non. Parce que ça change trop et que j'ai grandi et que j'ai mûri et que j'étais dans une période de ma vie à plus de 13-11 ans différente, donc je pense pas. Le terrier de la littérature, bébé de 2 mois et demi, je peine à lire tous les jours, tenir la maison et mes projets, des conseils et astuces, attendre que ton bébé grandisse. T'es à la fois dans une période pleine d'euphorie et de magie et de découverte tous les jours, parce que tu as l'impression que ton bébé fait des trucs nouveaux tous les jours, ce qui est vrai. Et en même temps, moi c'est comme ça que je l'avais ressenti, je l'avais vécu, t'as l'impression que c'est la période la plus longue de ton existence, où il n'y a rien de nouveau qui se passe, où les heures sont éternelles et en même temps très très courtes.
la seule chose que je peux te conseiller de faire, c'est de ne pas te perdre dans une spirale où tu ne tournes que autour de ton bébé. Oui, accorde-toi peut-être des petits moments où si tu as l'occasion et la chance de pouvoir faire garder ton bébé de temps en temps, voilà, de le donner quelques heures par-ci par-là à des proches, à des gens en qui tu as confiance, pour juste toi, tu sais, te ressourcer. Est-ce que tu pourras le faire tous les jours? Non. Toutes les semaines? Peut-être même pas. Je sais pas, tu vois, si tu es seule, si tu as ton conjoint, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, bien évidemment. Du temps. Il faut te dire que c'est des choses qui reviendront. Là, t'as pas l'impression, mais clairement, c'est des choses qui reviendront. C'est ne pas perdre le rythme, c'est tout ce qu'on a envie, mais en même temps, je sais qu'il y a aussi cette volonté, cette envie d'être vraiment là avec son bébé, avec son petit, donc je suis désolée, j'ai pas de vrais conseils, parce que je pense que c'est beaucoup au feeling et selon les possibilités de chacun. La seule chose que je peux te dire, c'est comme nous on a fait, et on a fait comme ça. On s'est accordé chacun des fois des moments où voilà, papa prend le relais, fait, machin, s'occupe de tout, toi tu ne t'occupes de rien, tu vas prendre un bain, tu lis ton bouquin, que sais-je, et après ça switch, tu vois, et tu passes de l'un à l'autre, et ça n'empêche pas d'avoir les moments en famille, tous les trois. Oh, bientôt un événement livresque où on pourra te voir. Oh, j'avoue que que mon côté introverti et pas trop de monde et un peu claustro et tout ça ne fait plus vraiment d'événements littéraires, je ne vais plus à des salons, je ne vais plus nulle part en fait. Mais est-ce que ça me manque réellement? Je ne sais pas. Écoutez, j'ai peut-être parlé à ma chef de pourquoi pas aller au salon du livre de Montreuil cette année. Peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que ça coïncide beaucoup souvent avec l'anniversaire de ma fille, à une semaine près. Donc forcément que entre l'anniversaire de ma fille et un salon littéraire à Paris, je choisis ma fille, tu penses bien. Rester connecté peut-être, hein, qui sait. Je m'étais dit qu'un jour je reviendrais sur des salons et des trucs du style, mais je me rends compte qu'avec le temps ça m'a pas spécialement manqué, donc je ne sais pas. Oh mais il y en a encore beaucoup, ouais, vous avez été très... Pourtant je les prends pas toutes à chaque fois, parce que j'aime bien cette question, parce que oui, j'en ai un notamment. Y a-t-il des livres que tu regrettes d'avoir partagés sur internet, que tu aimais avant, peut-être plus trop maintenant, notamment à cause des red flags des auteurs? Eh bien, Les Dames du Lac, de Marion Zimmer Bradley. C'est une autrice à très gros red flag, mais qui est décédée. Donc je suis très partagée. J'ai lu des choses sur le pourquoi du comment et les choses horribles qu'elle a faites, donc j'entrerai pas dans les détails, mais de ce que j'ai cru comprendre des différentes choses que j'ai pu ensuite lire en me renseignant, c'est que sa principale victime, sa fille, serait aujourd'hui l'unique détentrice des droits d'auteur de sa mère. Soutenir une autrice décédée qui malheureusement n'a jamais pu être jugée pour les crimes pour moi qu'elle a commis, je ne la lirai plus dans ce cadre-là. Par contre, le fait de savoir que probablement les droits d'auteur et l'argent engrangé par les ventes de livres de cette autrice reviennent à sa fille, qui a été quand même sa victime. Il y a quelque chose où je me dis que une sorte de karma peut-être à tourner quelque part, mais ce serait, je pense, l'autrice qui à l'époque j'ai le plus conseillé, enfin que j'ai vraiment beaucoup conseillé, et c'est vrai que c'est celle que quand j'ai appris ce qu'elle avait fait, ça m'a énormément choquée et dégoûtée. J'ai fait une petite pause, j'étais réchauffée mon thé. Vous saviez que ça allait être long, hein, cette histoire. Moi aussi, cela dit, donc... Toujours le terrier de la littérature. Alors je suis désolée, il y a des gens chez qui j'ai pris plus de questions que d'autres, parce que des fois j'avais des affinités avec des questions qui me semblaient plus pertinentes que d'autres, donc voilà. Tout à coup, vous vous rendez compte que je n'ai pas répondu à une de vos questions et vous auriez vraiment voulu une réponse, n'hésitez pas à venir me faire un message sur Insta. Je répondrai en privé sans trop de soucis, normalement. As-tu eu une appréhension si ta fille allait ou non lire des livres plus tard, ou vouloir être plus sur les écrans? Écoutez, non, parce que moi je suis dans les livres, mais je suis aussi dans les écrans d'une certaine façon avec mon deuxième métier, on va dire. Mais même mon métier premier, maintenant, je suis quand même constamment, le plus souvent du temps, devant un ordinateur. Donc ça, elle voit bien que c'est aussi nos outils de travail. Elle me voit quand même beaucoup lire, elle voit son papa beaucoup jouer, qui est très geek, mais pas que ça, il est aussi très geek au niveau Magic, jeux de figurines, jeux de rôle, donc... Finalement, une appréhension, non, bien au contraire, parce que les deux, que ce soit son père ou moi, on est quand même très
ouvert et très au courant de ce qui se passe avec les écrans. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, peut-être pas du tout, j'en sais rien, mais on fait en tout cas partie de cette génération de parents qui sont quand même assez au courant de ce que peut faire l'abus et la surexposition aux écrans, donc on a quand même une certaine conscience de ça. Et en même temps, on veut pas complètement les lui interdire parce que ça aurait pas beaucoup de sens. Elle regarde des films avec nous. Non, elle n'a pas de tablette à sa disposition quand elle veut, mais par contre, elle a une console de jeu. En fait, c'est plein de petites choses comme ça que tu laisses à disposition ou non. Et rien que sa console de jeu, la plupart du temps, elle est là derrière, au canapé. La plupart du temps, elle l'oublie. Voilà, parce qu'elle fait d'autres choses, elle est très 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 portée sur le coloriage, la peinture, le bricolage, plus que sur n'importe quel autre passe-temps, jeu ou jouet. Donc les livres en font partie, elle écoute beaucoup d'histoires audio, elle a une boîte à histoires, mais elle a aussi des histoires à mettre dans son lecteur CD. Je pense qu'on a réussi à donner les bonnes doses d'un petit peu tout, et puis il y a des choses aussi qui sont venues d'elle-même. Oui, des fois le week-end, elle va abuser un peu de la télé le matin, mais par contre, tout l'après-midi, elle est dehors, donc... Et après, par rapport à l'appréhension de si ma fille allait aimer lire ou non, j'avais pas beaucoup d'appréhension. Pour l'instant, elle lit pas encore très bien seule, elle s'entraîne, je l'entends des fois lire des petits bouquins dans sa chambre, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, elle a toujours aimé les histoires. Quand toi-même, tu donnes de l'importance au temps de lecture et aux histoires, et tu vois, pas que les mettre aux histoires du soir, mais on lisait des livres un petit peu tout le temps, toute la journée, je pense que ça vient... c'est quasi instinctif à un moment donné. Ah bah tiens, on reste un petit peu dans le domaine avec Lecture & Co qui me demande qu'est-ce que la maternité a changé à tes habitudes de lecture. Eh bien quand ma fille est née, je lisais beaucoup encore. De notre point de vue de parents avec notre enfant bien sûr et des habitudes qu'on avait à ce moment-là, notre fille dormait beaucoup, vraiment énormément. On a eu un bébé très compliqué enfin très compliqué, en tant que parent quand tu es H24 avec, ça paraît compliqué parce que c'est tout le temps, mais notre fille a eu des coliques pendant un mois et demi, et ça c'était chaud, c'était dur, parce que c'était surtout la nuit, donc par contre elle dormait en journée, voilà. Mais après ce mois et demi, c'est revenu très vite. Ça dort beaucoup un bébé normalement, tu vois. Et puis on avait vraiment un très gros canapé comme on a là maintenant, et on la mettait sur le canapé et moi j'étais à côté et je bouquinais quoi pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle faisait sa sieste quoi en gros. Donc jusqu'à ce qu'elle arrête les siestes le matin, qu'elle commence à ramper et vagabonder tout partout. Là après j'ai gentiment commencé à lire que quand elle faisait les siestes. Des fois, le soir, j'étais trop fatiguée, donc je préférais m'assommer devant une série plutôt que de lire. Donc j'ai perdu un peu de rythme de lecture quand ma fille est arrivée. Mais aujourd'hui, je vous dirais que c'est revenu quasiment comme avant, voire même presque plus, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment... ça a été une période. En termes d'habitude, je dirais ça. Sinon, c'est resté un peu pareil. As-tu remarqué une évolution des relations entre booktubeurs en 13 ans? Lesquelles, positifs, négatifs? Question de The Moodstock, merci pour ta question. Non, parce que ce sera toujours la même chose, il y a des fois des affinités entre certains et certaines, puis après il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, qui ont été mal comprises, et ça donne lieu à des petits conflits ou à des distances aussi tout simplement qui se mettent entre les gens parce que le temps passe. Je pense que oui, il y a des relations qui tiendront mieux que d'autres, mais c'est comme dans tout, t'as des collègues avec qui tu t'entendras mieux qu'avec d'autres, et puis peut-être que certains booktubeurs aujourd'hui qui essaient de se professionnaliser là-dedans, bah les gens qui font la même chose que toi, est-ce que c'est des relations amicales que tu as avec, ou est-ce que c'est plutôt des relations professionnelles? Je pense que, mais ça a toujours été le cas depuis le début où nous on est arrivés et où on a eu nos affinités, nos amitiés, et il y a des gens qui te la font des fois à l'envers, mais c'est comme souvent quoi, malheureusement je pense que réseaux sociaux ou pas, c'est juste qu'avec les réseaux sociaux, eh bien il y a un côté un peu public qui se fait à un moment donné, c'est que tu as vu que 2 ou 3 ou plusieurs personnes étaient souvent ensemble et tout à coup on les voit plus, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elles sont plus amies, visiblement? Mais après, il y a des relations aussi qui restent amicales, un peu dans l'ombre. Et je pense que les gens qui aujourd'hui ont façonné de nouvelles amitiés via les réseaux sociaux littéraires, je trouve ça super. Mais je pense qu'il faut pas le prendre mal ou pas en faire toute une montagne si ça commence peut-être des fois un peu à s'estomper ou à partir dans d'autres directions. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur YouTube, me demande Noémie. Je me demande encore ce que c'est. Je pense que c'est juste le fait d'aller lire vos commentaires après la publication d'une vidéo. Et ce que moi j'aime chez les autres, j'aime voir les partages d'expériences. C'est pour ça que j'adore les foires aux questions, parce que tu peux aborder plein de sujets différents et j'adore en apprendre plein de choses différentes sur les gens.
Mais aujourd'hui, je suis presque plus sur YouTube par une sorte d'habitude que des fois par réel immense intérêt, tu vois. J'adore regarder des contenus, j'adore suivre des choses, j'adore suivre des gens, j'adore proposer mes propres contenus, mais c'est devenu tellement une habitude en temps d'années que je pense que le rapport, il est presque plus habituel que vraiment il faut absolument, absolument, tu vois, que... Mais ça reste très cool aussi, je regrette pas du tout. Est-ce que tu trouves que ta communauté a changé par rapport à tes débuts? Oui, énormément, mais c'est normal. Vous avez grandi, moi aussi. Il y en a qui sont arrivés avant, après, qui partent, qui arrivent. La question que tout le monde déteste sur les réseaux. Si tu devais choisir un livre ou auteurice à prendre sur une île déserte, ce serait quoi? Ce serait qui? Je pense que je prendrais des livres de Kate Morton. À savoir qu'elle déciderait d'en écrire un par semaine, quoi. Voilà, mais je pense que je prendrais elle. Merci beaucoup à tous ceux qui me mettent des petits mots gentils, pas de questions, mais tes vidéos et live sont ma safe place depuis des années. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Vous êtes aussi ma safe place, vous savez, aujourd'hui. C'est ça que je pourrais dire par rapport à la communauté. Je pense qu'avant, il y avait des fois des jours où quand je postais une vidéo, j'étais pas trop sûre de l'accueil qu'elle allait avoir, j'avais un peu des craintes. Tandis qu'aujourd'hui, la majorité du temps, je sais que ce que je vais poster va être vu et commenté par des gens qui m'apprécient. Et ça fait que moi aussi, je me sens dans une safe place, finalement. La fameuse question. Et dans 5 ans, tu te vois où? De Sabine. Ah, bah c'est une bonne question. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit ça, et puis dans 10 ans, et puis dans machin, je me dis toujours, mais est-ce que je ferai toujours des vidéos? Bah oui, mais visiblement, t'es toujours là 13 ans après, donc oui. Mais est-ce que je ferai toujours des vidéos? Des fois, je me pose vraiment la question ces derniers temps, tu vois. Est-ce que l'envie, elle est toujours là? Est-ce que je suis toujours autant épanouie? Est-ce que, bah encore une fois, est-ce que je fais plus ça par habitude ou est-ce que je le fais par réel intérêt? Même moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Mais pour l'instant, ça me fait visiblement kiffer, donc je continue. Question difficile de Sophie. Comment gères-tu ton anxiété, hypersensibilité au travail, concentration, irritabilité? Alors au travail, étonnamment, ça va parce que j'ai beaucoup d'instants où je suis dans ma bulle, où je suis seule. C'est un immense avantage que j'ai dans le job que je fais actuellement. C'est que entre mes collègues qui sont des commerciaux, qui eux sont souvent sur les routes, je ne les vois que le lundi. Mon collègue principal, je ne le vois que le lundi, des fois le vendredi. Sinon, entre ses jours de congé, mes jours de congé, télétravail, etc., on ne se voit pas énormément. Et puis, nos bureaux sont découpés sur 2 étages. Donc, je suis au rez-de-chaussée avec mon collègue et la comptable et la directrice sont à l'étage. Donc, elles sont quand même majoritairement là le reste de la semaine. Mais c'est vrai que comme on a cet étage entre nous, ouvert, hein, il n'y a pas de porte, tu ne dois pas sortir dans un corridor, c'est vraiment juste un sorte de duplex, quoi, si vous voulez bien. Ça m'apporte quand même une sorte de petite bulle, enfin de grosse bulle où je suis quand même la plupart du temps seule, donc ça m'aide à rester concentrée et à ne pas me sentir trop prise par les autres, par les collègues, on va dire. Après, pour ce qui est de concentration, j'ai la chance de pouvoir là aussi pas mal organiser mon temps et mon job comme je le souhaite, comme je l'entends, selon les priorités, ce qui fait que quand tout à coup je n'en peux plus d'une certaine tâche, je peux aisément me dire bon bah maintenant j'arrête un moment, je fais radicalement autre chose. Et ça c'est un immense avantage aussi, donc finalement je pense que j'ai justement trouvé le travail idéal pour mon hypersensibilité et mon anxiété. Et en même temps, il y a de temps en temps ce petit côté un petit peu qui me sort de ma zone de confort, à devoir organiser des choses, à devoir contacter des gens, ce qui me sort complètement de ce que j'aime le plus. Mais ça arrive quand même de façon assez périodique dans l'année, donc j'ai l'occasion de le faire qu'une fois de temps en temps et de toujours avoir le temps de m'en remettre. Et comme c'est souvent d'année en année les mêmes choses, je commence à avoir l'habitude et j'ai plus confiance. La première année, j'étais terrifiée, bien évidemment, d'organiser ma première rencontre de rentrée littéraire avec les éditeurs à contacter, les libraires à inviter, trouver le lieu, le réserver, etc. Il y avait beaucoup d'interactions qui devaient être faites là autour. Mais l'année suivante, c'est la même chose. Et tu recontactes des gens que tu as déjà contactés l'année précédente. Donc déjà, il y a une forme de relation qui se met en place. Chaque année, ça devient plus facile, finalement. Mais en même temps, c'est important et c'est aussi cool de devoir le faire pour me sortir de ma routine. Ouh, bah écoutez, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de plus ou moins toutes les questions, celles qui revenaient le plus souvent. Voilà, j'espère que cette petite foire aux questions aura pu vous permettre peut-être de refaire un tour. C'est vrai qu'en 13 ans de vidéos, des fois je me dis, il y a des vidéos que les gens me demandent, alors que je les ai déjà faites, mais je me dis, mais tu peux pas demander aux gens de retourner 10 ans en arrière sur ta chaîne et d'aller déterrer des trucs. Donc
Écoutez, moi c'est pas plus mal parce que d'un côté ça va me permettre de refaire certains formats de vidéos ou des vidéos que j'avais faites à l'époque. Je pourrais les remettre au goût du jour aujourd'hui et voilà, ça permettrait peut-être de reparler de certains sujets que j'avais évoqués il y a plusieurs années et de voir si j'ai toujours les mêmes avis. Donc restez à l'affût, la chaîne est en train d'opérer un léger virage, pas trop grand non plus. Merci beaucoup d'être toujours là, d'être toujours présent et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.